et les faibles, et les pauvres, et nous autres pas la cité. Parce qu'on n'a pas l'argent. Que ferions-nous? Voilà comment est-ce que la corruption reste un élément absorbant pour le développement du tiers-monde. Ces principes, bon, moi j'ai décidé de limiter quand même le travail pour qu'il ne soit pas trop volumineux à ces trois secteurs, mais cela va de même pour les services de sécurité, pour l'armée, pour, je vais donner des exemples comme ça là en passant. Prenons par exemple la DGF, Direction Générale de l'Immigration. Les agents de cette institution, s'ils tombent dans les pièges, d'abord il faut souligner que la DGM, c'est eux qui contrôlent la porte d'entrée du pays. Donc, au premier contact, quelqu'un qui débarque pour la première fois dans un pays comme la RDC via Kinshasa ou via Lubumbashi, et ainsi de suite, le premier agent qu'il rencontre, qui contrôle son titre de voyage, c'est l'agent de la DGM. Cet agent, c'est lui qui donne la première image du pays. Mais si cet agent n'a pas une bonne moralité, et que cet agent est lui-même affecté par la corruption, voilà comment est-ce que, quand nos amis, les combattants, se plaignent, dénoncent que le pays est infiltré, c'est à ce niveau-là. C'est là où se passe l'infiltration. Ce n'est pas au niveau de la police, non, l'entrée c'est là. Et une fois la corruption s'installe là, eh bien, vous êtes infiltré par X ou Y, des gens qui viendront soit pour détruire votre pays, ou qui viendront soit pour détruire votre économie, ou qui viendront soit pour faire du mal à votre pays. Cela va de même pour nos amis de tennis, c'est-à-dire les armées. Je me pose la question, un militaire qui est maltraité, maltraité dans le sens qu'il n'est pas dans ses droits, il ne vit pas décemment, et ainsi de suite, vous lui envoyez au combat et qu'il rencontre l'ennemi qui est fort. Laissez-moi vous ouvrir une page que la chute de l'ancien, du régime précédent de la RDC, il n'y a pas eu de combat. Est-ce qu'on avait manqué les hommes vraiment qui pourraient se battre? Est-ce qu'on n'avait pas une bonne armée? Oui, quand on parle de l'armée comme institution, c'est vrai, on doit dire que l'armée n'était pas bonne. Mais est-ce qu'on n'avait pas de bons hommes dans l'armée? Pourquoi ces hommes ont lâché? La victoire remportée ici, c'est vrai, il y avait besoin de changement, mais à quelque part, la corruption a beaucoup joué. Il n'y a pas eu trop de combats militaires. Il y a eu un combat de corruption. Les gens venaient, on les corrompait et puis ils changeaient des camps. C'est ce qui s'est passé. Voilà comment est-ce que la corruption ruine toute une ville. La corruption devient un élément absorbant pour une nation, pour un pays. Nous avons fait les tours. C'est vrai, les constats ont été faits, les propositions intermédiaires ont été faites, mais nous avons pensé quand même à donner quelques recommandations pour nous que nous considérons utiles afin de faire face à la corruption, afin de freiner la corruption. Au niveau national, nous proposons la création d'un service anti-corruption. C'est à peu près, on me dirait qu'il y a la tolérance zéro qui existe, ainsi de suite. Oui, je suis bien d'accord, mais je vous ai démontré les risques et la faiblesse aussi de cette tolérance zéro. Mais moi, quand je parle au niveau national de création d'un service d'anticorruption, ce service doit être légal, indépendant, sur les missions à accomplir, avoir accès libre à tous les services de l'État et privés. Cela donnera quelque part le pouvoir et l'accès à ces services, de contrôler à toutes les instances. Rappelez-vous de ce principe qui dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si on doit commencer par retrousser les tranches au sommet de l'État, je crois que l'action va se répercuter à tous les niveaux. Et il faut aussi reconnaître que j'en avais appris à un certain moment donné, un contrôle physique a été fait au niveau du sommet de l'État. Il y a eu aussi des choses qu'on a eu à découvrir. C'est vrai que cette enquête n'a pas été publiée, mais de par nos services de renseignement, nous avons réussi à avoir quand même quelques éléments. Les missions de ces services seraient de contrôler le bon déroulement des règles de gestion et l'application dans tous les services et secteurs d'activité. Priorité doit être dirigée vers les services aéroportuaires. Tout à l'heure, je vous ai parlé de points d'entrée. Quand les services aéroportuaires, je vois moi par exemple notre aéroport qui constitue l'entrée du pays,
je vois notre beach, pour le cas de Kinshasa Beach Mobila, qui constitue une entrée de pays qui permettent aux gens de venir découvrir ce que nous sommes. À ce point-là, il faut que l'image des pays soit bien, si vous voulez, traitée et bien gérée. Notamment les aéroports, comme je vous ai dit, et ports, les services de douane, les services d'immigration, les services de contribution, les services d'enseignement à tous les niveaux. Les services de la presse, là aussi, la presse peut avoir un problème. Parce que si la presse est corrompue, évidemment, vous savez, le pouvoir qu'a la presse d'influencer et de faire passer les messages. Les services de justice et police, les ministères, voire la présidence même de la République, car ces domaines soulignés doivent être les secteurs d'un signal fort à tout le reste. La mise en place d'un numéro vert pour dénoncer tout acte de corruption. C'est vrai, il y a des souffrances, c'est vrai, il y a des problèmes, mais il y a aussi des gens qui ont encore une bonne moralité. Mais si on doit mettre un numéro vert pour permettre à ces gens-là de dénoncer soit les corrupteurs, soit les corrompus, je crois que ce serait un bon secteur. Mais dénoncer ne suffit pas. Il faut qu'il y ait aussi une certaine motivation. On en a vu, même dans ceux qui font des grandes guerres au monde, ils utilisent ce qu'on appelle des encouragements pour les dénonciations ou pour certaines informations. D'où nous disons l'incorporation dans les programmes d'enseignement national d'un chapitre d'enseignement national, un chapitre à tous les niveaux qui parle de la corruption. Une thèse comme ça, si on doit l'aligner dans le programme national, parler des méfaits de la corruption à tous les niveaux, depuis le niveau primaire, disons maternel, primaire, secondaire, humanitaire, universitaire, je crois que cela aura un impact puisque, comme on dit, la répétition est la mère des sciences. La mise en place d'un outil de travail juste permettant aux agents de travailler sans être poussés à la corruption. J'ai donné l'exemple, par exemple, sur le plan économique, la tenue d'outils comptables, les bilans, les journaux, les grands livres et tout ce que nous connaissons. Ça serait aussi une bonne chose. Revenir au système de paiement par voie bancaire de sorte à éviter plus de flux monétaires près des travailleurs et sur tous les services politiques. Tout le monde est tenté, hein? Même moi qui développe cette thèse, je suis un être humain. Je peux aussi être faible devant l'argent. Alors comme on dit, prévoir, c'est mieux que guérir. D'autant que ne pas voir ces billets, au moins je ne serai pas tenté, que de les voir passer devant moi où je serai tenté à mettre la main ou à accepter cette corruption. Mais avec, par exemple, l'introduction de la DGRAD pour les services d'État et du paiement, je trouve que c'était une bonne idée, où l'action se passe, les services donnent la facture, la DGRAD enregistre et donne le mandat, et que la facture est déposée en banque. Je crois que c'est un bon système, d'où il faut reconsidérer la DGRAD, qu'il ne soit pas seulement centralisé, mais si on peut décentraliser à toutes les communes, donner les vrais pouvoirs aux communes. Ils peuvent jouer une grande importance dans le développement de notre pays et voire même dans la lutte aussi contre la corruption. La mise en place d'une réglementation du traitement juste des travailleurs. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'être humain qui est au centre de toutes choses. La grande question qu'on peut aussi se poser, mais pourquoi l'être humain est-il exposé? Je me souviendrai toujours d'une vieille théorie quinoise qui dit que si tu veux empêcher à ton enfant d'aller voir la télé chez les voisins, commence-toi par acheter la télé chez toi. À ce moment-là, l'enfant n'aura plus une raison de plus pour sortir, aller voir la télé ailleurs. Parce que si longtemps dans la maison il n'y aura pas la télé, l'enfant continuera à sortir et il dira que je vais voir la télé chez les voisins parce que chez nous, il n'y a pas. Donc, très important sur le traitement de l'homme qui est au centre de ce phénomène. Il faut que, comme on dit en amont, d'ailleurs dans les conclusions je le dirai aussi, comme je suis en train de faire, en amont, c'est le traitement humain, la considération humaine, la formation, et en aval, il y a ce qu'on appelle la répression. C'est-à-dire que le respect de la loi, la mise en pratique de la loi, pour essayer aussi de décourager l'homme qui tombera dans les pièges.